Bonjour, je suis Rosa, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Croisée des chemins. Commençons par quelques mises à jour. Le vice-président Mike Pence a demandé au juge de ne pas étendre ses pouvoirs pour décider des votes électoraux le 6 janvier. Mike Pence demande à ce que le juge refuse de lui donner l'autorité exclusive de décider quel vote au collège électoral doit être compté ou non. En effet, Mike Pence soutient qu'il n'est pas la personne qu'il devrait poursuivre. Son avocat a écrit un procès visant à établir que le vice-président a un pouvoir discrétionnaire sur le compte intenté contre le vice-président est une contradiction juridique ambulante. Fin de citation. Le procès concerne le rôle de Pence en tant que président du Sénat. Dans cet État clé, les grands électeurs républicains ont voté en concurrence pour le président Trump. Ils affirment que Trump était le véritable gagnant dans leurs États. Le procès fait valoir qu'en vertu du 12e amendement, seul Pence a l'autorité exclusive d'ouvrir et de compter les voix. Lorsqu'il y a des listes électorales concurrentes ou lorsqu'il y a opposition à une seule liste électorale, pour déterminer quel vote d'électeur ou s'il n'y en a pas, les votes doivent être comptés. Le 12e amendement prévoit le président du Sénat ouvre en présence du Sénat et de la Chambre des représentants tous les certificats et les votes sont alors comptés. Le professeur de droit constitutionnel, M. Foley, souligne le langage ambigu de la Constitution lorsqu'elle prévoit que les votes seront alors comptés. Il fait remarquer que l'utilisation de la voix passive ne permet pas de savoir clairement qui doit effectuer les comptages. Cela conduit à contester le pouvoir de Mike Pence. Cette décision intervient alors que la Chambre des représentants demande au tribunal de rejeter l'affaire contre Pence. La Chambre a déclaré dans un mémo « Cette Cour devrait rejeter les efforts des plaignants visant à renverser le rôle séculaire du Congrès dans les comptages des votes électoraux et la résolution des litiges à leur sujet dans le cadre de la session conjointe mandatée par la Constitution ». Dans son nouveau classement, la Chambre contrôlée par les démocrates indique que le vice-président, lors des séances de dépouillement, selon la loi de 1877, ouvre les certificats d'électeurs mais ne les compte pas. La Chambre dit que le tribunal devrait rejeter la demande parce que les plaignants n'ont pas qualité pour agir, que la poursuite n'est pas opportune et que les contestations constitutionnelles n'ont aucun mérite, ajoutant « L'intérêt public et les actions se sont fortement opposés à une injonction première du genre qui réécrirait les règles de procédure de longue date pour le comptage des votes du Congrès et créerait une confusion quelques jours avant la session conjointe requise ». La présidente de la Chambre Nancy Pelosi a déclaré « Le procès Gohmert n'a aucune valeur juridique et constitue un nouveau sabotage de notre démocratie. Il ne fait aucun doute que malgré cette mascarade désespérée et antipatriotique, le 6 janvier, Joe Biden sera confirmé par l'acceptation du vote du collège électoral comme 46e président des États-Unis. » Fin de citation. Le procès pourrait avoir un impact majeur sur l'élection qui reste contestée à 5 jours de la session conjointe. Un expert constitutionnel a déclaré cette semaine qu'un aspect moins couvert de l'affaire qui vise à obtenir une décision de justice sur la manière dont le Congrès devrait voter lorsque les républicains s'opposent aux listes électorales de 6 États où M. Trump a contesté les résultats des élections certifiées par l'État pourrait être un grand changement de jeu. Le sénateur Josh Hawley a annoncé mardi qu'il contestera les votes électoraux lors de la session du Congrès. Un nombre rapidement croissant de représentants prévoit également de déposer des objections. Théoriquement, les objections pourraient conduire à l'annulation des votes électoraux de certains États, mais la probabilité que les contestations soient maintenues est considérée comme peu probable car cela nécessiterait un vote à la majorité dans chaque chambre. Les démocrates contrôlent la Chambre et les dirigeants du Parti républicain au Sénat ont critiqué à plusieurs reprises les plans de dépôt des objections. Dans le cas où aucun des candidats n'atteindrait 270 votes électoraux pendant la session, un système secondaire serait enclenché dans lequel la Chambre décide du prochain président votant par État. Dans ce scénario, les républicains détiennent un léger avantage. Un peu d'histoire maintenant. Je vous propose à présent de revenir sur ce sur quoi les États-Unis ont été fondés. En 1776, la guerre d'indépendance était à sa 2e année. Bien qu'un gouvernement ait été formé et qu'une armée ait été mise en place, les 13 colonies n'avaient pas encore déclaré leur indépendance à cette époque.
Fin juin, 45 énormes cuirassés britanniques, chacun doté de 64 canons lourds, se dirigeaient vers New York, qui à l'époque aurait été comme des porte-avions d'aujourd'hui. De plus, 350 autres cuirassés britanniques traversaient l'Atlantique à toute vitesse pour se rassembler. Les Britanniques pensaient qu'un tel arsenal effraierait la milice coloniale mal équipée, composée de fermiers, de forgerons, de commerçants et d'éleveurs. Mais il s'est avéré que cela leur a inspiré au contraire plus de courage et d'esprit de combat. Résultat, le 2 juillet, les délégués se sont réunis à Philadelphie pour une session d'urgence. Le 4 juillet, le Congrès continental a publié la déclaration d'indépendance, déclarant officiellement l'indépendance. Tout commence par ces phrases. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent la liberté, la vie, la poursuite du bonheur. Lorsque la déclaration d'indépendance a été lue sur le champ de bataille, les soldats coloniaux ont été bouleversés par le fait que leurs droits ne venaient pas d'un roi ou d'un gouvernement quelconque, mais qu'ils étaient divinement dotés, et que ces droits étaient sacrés et inaliénables. Ils allaient donc se battre pour la liberté et le bonheur. Et comme le dit l'hymne national, l'Amérique est la terre des libres et la maison des braves. Alors, quelle est la plus grande menace pour l'Amérique? Selon le directeur du renseignement national John Ratcliffe, il a publié un article dans le Wall Street Journal intitulé « La Chine est la menace numéro 1 pour la sécurité nationale ». Il a écrit, je cite, « Si je pouvais communiquer une chose au peuple américain de ce point de vue unique, c'est que la République populaire de Chine représente la plus grande menace pour l'Amérique aujourd'hui et la plus grande menace pour la démocratie et la liberté dans le monde entier depuis la Seconde Guerre mondiale. » C'est très clair. Pékin a l'intention de dominer les États-Unis et le reste de la planète sur le plan économique, militaire et technologique. Nombre des grandes initiatives publiques et de grandes entreprises de premier plan de la Chine n'offrent qu'une couche de camouflage aux activités du Parti communiste chinois. Fin de citation. Alors, pourquoi quelqu'un choisirait-il de renoncer volontairement à ses droits et à ses libertés? Eh bien, peut-être que ce n'était pas un plan ou un choix direct, éclairé, mais plutôt une série de circonstances jusqu'à ce que les gens se retrouvent dans une situation où tous leurs droits sont dépouillés. Comment cette étape pourrait-elle être franchie? Tournons-nous vers une célèbre étude et expérience de psychologie sociale qui pourrait peut-être nous éclairer. Là où les expériences de Milgram sur l'obéissance aux figures d'autorité étaient une série d'expériences de psychologie sociale menées par le psychologue Stanley Milgram de l'université de Yale. Elles ont mesuré la volonté des participants à l'étude, des hommes de professions diverses et de niveaux d'éducation variés, d'obéir à une figure d'autorité qui leur a demandé d'accomplir des actes en conflit avec leur conscience personnelle. Milgram a mené cette étude en 1961 pour tenter de trouver une réponse au génocide de la Seconde Guerre mondiale. La question était de savoir si les actes horribles commis pendant l'Holocauste pouvaient être attribués à l'obéissance. L'argument avancé lors des procès des criminels de guerre de Nuremberg était que ces personnes ne faisaient que suivre les ordres. Qu'a donc révélé son étude? Les participants ont été amenés à croire qu'ils participaient à une expérience sans rapport dans laquelle ils devaient administrer des chocs électriques à un apprenant. Ces fausses décharges électriques ont progressivement atteint des niveaux qui auraient été mortels s'ils avaient été réels. 3 personnes ont participé à chaque session de l'expérience. L'expérimentateur, qui était responsable de la session, l'enseignant volontaire pour une seule session, l'apprenant qui était un acteur et un complice de l'expérimentateur qui prétendait être un volontaire. L'expérimentateur a dit au volontaire et à l'acteur qu'il participait à une étude scientifique de la mémoire et de l'apprentissage pour voir quels étaient les effets de la punition sur la capacité d'un sujet à mémoriser un contenu. L'enseignant et l'apprenant ont ensuite été séparés afin qu'ils puissent communiquer, mais pas se voir. L'enseignant a ensuite reçu une liste de paires de mots qu'il devait enseigner à l'apprenant. L'enseignant commençait par lire la liste des paires de mots à l'apprenant, puis le testait. Si la réponse était incorrecte, l'enseignant administrait un choc électrique à l'apprenant. Le voltage augmentait par incrément de 15 volts pour chaque mauvaise réponse. Le voltage peut aller jusqu'à 450 volts, ce qui était fatal. Le professeur pensait que pour chaque mauvaise réponse, l'apprenant recevait un véritable choc. En réalité, il n'y avait pas de choc. Après avoir été séparé de l'enseignant,
l'apprenant a installé un magnétophone intégré au générateur d'électrochoc qui diffusait des sons préenregistrés pour chaque niveau de choc. Plus la tension de l'électrochoc était élevée, plus le cri était terrible. Au fur et à mesure que la tension des faux chocs augmentait, l'apprenant se mettait à émettre des protestations audibles, comme par exemple frapper à plusieurs reprises sur le mur qui le séparait de l'enseignant. Lorsque les volts continuent à dépasser 300 volts, l'élève de la salle voisine se taisait soudainement. Cessait de répondre, cessait de crier, c'est-à-dire de paraître mort ou inconscient. Si à un moment quelconque, le professeur indiquait son désir d'arrêter l'expérience, l'expérimentateur avait pour instruction de donner des indications verbales précises. Les encouragements étaient de cet ordre. Veuillez continuer. Ou encore, veuillez continuer. L'expérience exigeait que vous continuiez. Il était absolument essentiel que vous continuiez. Vous n'aviez pas d'autre choix, vous deviez continuer. Si le sujet souhaitait toujours s'arrêter après les 4 incitations verbales successives, l'expérimentation était interrompue. Sinon, l'expérience était interrompue après seulement que le sujet ait reçu le choc maximal de 450 volts 3 fois de suite. Avant de réaliser l'expérience, Milgram et ses collègues ont prédit qu'environ 1% des sujets administreraient le choc le plus élevé sur le tableau. Cependant, dans la première série d'expériences de Milgram, 65% des participants ont administré le dernier choc massif de 450 volts et tous ont administré des chocs d'au moins 300 volts. Les sujets n'étaient pas à l'aise pour le faire et présentaient des degrés variables de tension et de stress. Chaque participant a fait une pause d'au moins une fois pour remettre l'expérience en question, mais la plupart ont continué, après avoir été rassurés par l'expérimentateur. Certains ont dit qu'ils rembourseraient l'argent qu'ils avaient reçu pour leur participation. Plus tard, Milgram lui-même et de nombreux autres psychologues du monde entier ont mené des expériences similaires et ont tous obtenu des résultats similaires. Milgram a résumé l'expérience dans son article de 1974 intitulé « Les périls de l'obéissance », en écrivant l'extrême volonté des adultes de se donner à fond sur l'ordre d'une autorité constitue la principale conclusion de l'étude et le fait le plus urgent à expliquer. Des gens ordinaires faisant simplement leur travail sans aucune hostilité particulière de leur part peuvent devenir des agents d'un terrible processus destructeur. Dans l'environnement de l'expérience, les volontaires savaient que désobéir aux expérimentations ne constituerait pas en fait une réelle menace pour leur vie. En réalité, il est beaucoup plus difficile de désobéir à la volonté d'une figure d'autorité avec la menace réelle. Cette expérience démontre une faiblesse humaine. Dans de nombreux cas, elle constitue une menace directe pour la mise en œuvre concrète de la démocratie. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le terme « le peuple » est l'un des termes les plus souvent utilisés de manière abusive par les gouvernements autoritaires. Par exemple, la Corée du Sud est appelée la République de Corée. Et la Corée du Nord est appelée la République populaire de Corée. Taïwan est appelée République de Chine et la Chine continentale est appelée République populaire de Chine. Mais dans les pays dont les noms contiennent le mot « populaire », les gens sont souvent étroitement contrôlés par les autorités. Historiquement, pour éviter les abus de pouvoir, des pays comme les États-Unis ont eu recours à la séparation des pouvoirs ainsi qu'à la surveillance des médias. Le système d'élection démocratique reflète le fait que le pouvoir vient du peuple. Pour en revenir à la question du communisme, si nous regardons les fondateurs de la doctrine communiste Karl Marx et Engels, ils ont écrit, je cite, « La théorie des communistes peut être résumée en une seule phrase, l'abolition de la propriété privée. » C'est tiré du Manifeste communiste, un livre qui constitue la base du communisme. Professeur de sciences politiques au Grove City College, Paul Kengor a déclaré à Epoch Times dans une interview que l'abolition de la propriété privée ne peut être possible que par une guerre, car la propriété privée est une loi judéo-chrétienne fondamentale des droits naturels, des droits bibliques. Tu ne voleras point. Il a déclaré dans l'émission Crossword, pour abolir la propriété privée, vous allez avoir une guerre sur les bras, vous allez avoir besoin de fusils, vous allez avoir besoin de goulags. C'est pourquoi les communistes ont tué 100 millions de personnes pour abolir la propriété privée. Est-ce que cela risque d'arriver au reste du monde? Selon les 8 prévisions du Forum économique mondial pour le monde en 2030, l'une d'entre elles est qu'en 2030, les gens ne posséderaient plus rien et que tous les produits seraient devenus des services. Kengor a poursuivi en disant « Le manifeste communiste exige également l'abolition de toutes les religions.
de toute moralité et de la famille. C'est le contraire de ce sur quoi l'Amérique a été construite. Si nous regardons la Déclaration d'indépendance, elle dit « Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent la liberté, la vie, la poursuite du bonheur. » Alors, qu'en pensez-vous? Les prévisions du Forum économique mondial sont-elles exactes? D'ici 2030, la propriété privée sera-t-elle totalement abolie? Faites-le moi savoir ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Merci d'avoir suivi cet épisode de Croisée des chemins. Prenez soin de vous et à demain.